Papa m'a humilié, dégage et ne reviens jamais. Je suis partie. Quand maman a demandé pourquoi j'avais arrêté de payer leur crédit IMO, ma réponse les a détruits. Il y a des moments dans la vie où le temps semble s'arrêter, où chaque son devient assourdissant et où la réalité se brise en mille morceaux. Pour moi, ce moment précis a eu lieu un mardi soir pluvieux de novembre, dans le salon aux boiseries sombres de la maison de mon enfance. Mon père, le visage pourpre de colère, la veine de son front palpitant dangereusement, a pointé un doigt tremblant vers la porte d'entrée et a hurlé les mots qui allaient sceller le destin de notre famille pour toujours. Il m'a ordonné de dégager, de disparaître, de ne plus jamais souiller le sol de sa précieuse demeure avec ma présence ingrate. Il pensait me punir. Il pensait que j'allais m'effondrer, ramper à ses pieds et supplier pour garder ma place dans ce que je croyais être mon foyer. Mais il ne savait pas que ces mots n'étaient pas une sentence, mais une libération. J'ai pris mes affaires et je suis partie sans me retourner, laissant derrière moi des années de sacrifices silencieux. Ce qu'il ignorait, c'est que mon départ allait déclencher un effet domino dévastateur. 3 semaines plus tard, quand ma mère m'a appelé en panique parce que la banque menaçait de saisir leur maison, ma réponse a été si froide et définitive qu'elle a anéanti le peu d'espoir qui leur restait. Restez avec moi, car ce récit n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est l'histoire d'une femme qui a dû tout perdre pour enfin se retrouver. Avant de vous plonger dans les détails de cette trahison familiale, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez mon histoire. Est-ce que vous m'écoutez depuis Paris, Bruxelles, Montréal ou peut-être d'un petit village de campagne? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Je m'appelle Ludivine. J'ai 29 ans et je vis à Vannes, une ville magnifique et historique du golfe du Morbihan, en Bretagne. C'est une ville où les apparences comptent énormément, où les vieilles pierres racontent des histoires de prestige et où les familles aiment projeter une image de perfection. Mes parents, Régis et Martine, étaient les maîtres de cette illusion. Ils possédaient une grande bâtisse en pierre, une maison de maître entourée d'hortensias et de muraux, qui signalait au reste du monde leur réussite sociale. Mais derrière les volets clos, la réalité financière était un château de cartes prêt à s'effondrer. Je suis une personne pragmatique. Je travaille comme responsable de la chaîne logistique pour une grande entreprise d'exportation de fruits de mer. C'est un métier exigeant, brutal parfois. Je passe mes journées sur les quais ou dans des bureaux surchauffés, à gérer des transporteurs, à surveiller la température des conteneurs frigorifiques, à m'assurer que les langoustines et les huîtres arrivent fraîches à l'autre bout du monde. C'est un travail de précision, de stress constant, où la moindre erreur coûte des milliers d'euros. Ce métier m'a appris une chose essentielle, tout a un prix, et chaque action a une conséquence. Depuis 5 ans, je vivais dans un studio aménagé au fond du jardin de mes parents. C'était un ancien garage que j'avais rénové moi-même, peignant les murs, installant une petite kitchenette et un chauffage d'appoint. Ce n'était pas le grand luxe, c'était humide en hiver et trop chaud en été, mais c'était mon refuge. Cependant, ce refuge avait un coût exorbitant. Mes parents avaient pris leur retraite plus tôt que prévu. Mon père, Régis, avait quitté son poste de cadre dans la banque avec fracas, par fierté, mais sans avoir assuré ses arrières. Leur pension ne suffisait pas à couvrir le train de vie qu'ils refusaient d'abandonner, et surtout, elle ne suffisait pas à payer les mensualités du crédit immobilier de la grande maison. Alors, nous avions passé un accord tacite, un contrat silencieux scellé non pas par un notaire, mais par la culpabilité filiale. Chaque mois, le premier du mois, je virais 1 500 € sur le compte joint de mes parents. 1 500 €. C'est une somme énorme. C'est plus qu'un loyer pour un appartement de luxe à Vannes. Mais on appelait ça une participation aux frais. En réalité, je payais leur crédit. En échange, je pouvais vivre dans le garage et économiser le reste de mon salaire pour mon propre projet, acheter mon appartement avant mes 30 ans. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que c'était normal d'aider sa famille. Je me levais à 5 heures du matin, je travaillais dur, je ne prenais pas de vacances coûteuses, je conduisais une vieille Clio bien entretenue, tout ça pour bâtir mon avenir pierre par pierre. Mes parents acceptaient cet argent comme un dû. Jamais un merci, jamais une reconnaissance. Juste un hochement de tête distrait de mon père quand il vérifiait ses comptes sur sa tablette. Pour eux,
J'étais l'enfant sérieuse, la fille solide, celle qui ne pose pas de problème. J'étais l'assurance vie de leur confort. Mais le calme précaire de notre arrangement a volé en éclats il y a 3 mois. Tout a commencé par un coup de téléphone de ma petite sœur, Juliette. Juliette a 24 ans. Elle est tout ce que je ne suis pas. Elle est solaire, exubérante, impulsive et totalement irresponsable. Elle était partie à Paris 2 ans plus tôt pour devenir influenceuse, mannequin, actrice, ou n'importe quel métier qui impliquait d'être célèbre sans trop travailler. Pendant 2 ans, nous avons vu sa vie filtrée sur Instagram, des soirées sur des toits terrasses, des vêtements de marque, des cocktails colorés. Mes parents liquaient chaque photo avec une fierté aveugle, commentant ma princesse ou notre star. Puis, le silence. Plus de photos. Et soudain, son retour. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans mon studio en train de trier mes factures quand j'ai entendu le bruit d'un taxi dans l'allée Gravillonnée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Juliette descendre. Elle portait d'énormes lunettes de soleil malgré le ciel gris breton, et elle traînait 2 valises roses énormes qui semblaient peser 1 tonne. Je suis sortie pour l'accueillir, mais mes parents m'avaient devancée. Ma mère, Martine, courait presque vers elle, les bras ouverts. Mon père avait ce sourire qu'il ne m'adressait jamais, un mélange d'admiration et de tendresse absolue. « Ma chérie, tu es rentrée !» s'écriait ma mère en la serrant dans ses bras. Juliette a retiré ses lunettes avec un geste théâtral. Elle avait des cernes sous les yeux et le teint pâle. « Paris est un enfer, maman », a-t-elle soupiré d'une voix traînante. Les gens sont si jaloux, si toxiques. J'avais besoin de me ressourcer, de retrouver mes racines. J'ai besoin de l'amour de ma famille. Elle mentait. Je le savais, je le sentais. On ne quitte pas une carrière florissante pour se ressourcer à Vannes du jour au lendemain avec toutes ses affaires. Elle était fauchée. Elle avait échoué. Mais mes parents ne voyaient que la fille prodigue qui revenait au bercail. Le soir même, l'atmosphère de la maison a changé radicalement. Juliette a pris possession du salon. Ses affaires étaient partout, des trousses de maquillage ouvertes sur la table basse en chêne, des chaussures à talons jetées dans l'entrée, des chargeurs de téléphone branchés sur toutes les prises. Lors du dîner, elle a monopolisé la conversation. Elle racontait des anecdotes sur des célébrités qu'elle avait soi-disant croisées, se plaignant de la dureté du monde du showbiz. « Et toi, Ludivine ?» a-t-elle demandé en piquant une pomme de terre, sans vraiment s'intéresser à la réponse. « Toujours dans tes poissons ? Ça ne sent pas trop fort à la fin de la journée ? » J'ai serré ma fourchette. Je suis responsable logistique, Juliette. Je gère des flux internationaux. C'est complexe. Elle a ri, un petit rire cristallin et condescendant. Oh là là, toujours aussi sérieuse. Tu devrais te détendre un peu. Regarde tes rides d'expression, tu as l'air d'avoir 10 ans de plus que moi. Ma mère a souri doucement. Ta sœur a raison, Lydie. Tu travailles trop. Tu devrais prendre exemple sur Juliette, elle sait profiter de la vie, elle a une âme d'artiste. Une âme d'artiste. C'était l'excuse pour tout. Juliette ne rangeait pas sa chambre ? C'est parce qu'elle était créative. Juliette ne payait pas ses factures ? C'est parce qu'elle était au-dessus des considérations matérielles. Moi, j'étais juste la machine à payer, la bête de somme sans imagination. Les jours suivants ont confirmé mes craintes. Juliette ne cherchait pas de travail. Elle se levait à midi, passait l'après-midi à se maquiller et à faire des vidéos TikTok dans le jardin, puis sortait le soir. Et bien sûr, elle n'avait pas un sou. « Papa, tu pourrais me prêter 50 € pour un taxi ? Maman, j'ai besoin de cette crème pour ma peau, c'est vital pour mon image. » Et il payait. Il sortait le portefeuille avec un sourire bienveillant. Mais quand l'argent a commencé à manquer, les regards se sont tournés vers moi. Un soir, ma mère est venue frapper à la porte de mon studio. Elle avait l'air gênée. « Ludivine, ta sœur aurait besoin de renouveler sa garde-robe pour des castings en ligne. Tu ne pourrais pas l'aider un peu ? Juste quelques centaines d'euros ? » J'ai refusé. J'ai expliqué calmement que mon budget était serré, que je devais payer le loyer de 1 500 € et épargner pour mon appartement.
Ma mère a soupiré, déçue. Tu es dure, Ludivine. Tu as de l'argent de côté, on le sait. C'est ta sœur. Elle traverse une dépression, tu sais. Elle est fragile. Pas comme toi. Toi, tu es un roc, tu n'as besoin de personne. C'était une insulte déguisée en compliment. Être un roc signifiait qu'on pouvait me frapper sans que je saigne. Être fragile donnait à Juliette le droit de tout casser sans conséquence. La première véritable fracture a eu lieu 2 semaines après son arrivée. C'était un samedi soir. J'avais un événement important, le gala annuel de mon entreprise. C'était l'occasion de réseauter, de consolider ma position pour une future promotion. J'avais acheté une robe magnifique des mois auparavant, une pièce de créateur en soie bleu nuit que j'avais gardée précieusement dans sa housse au fond de mon armoire. Elle représentait pour moi l'élégance et la réussite professionnelle que je visais. Je suis rentrée tôt du travail pour me préparer. J'ai ouvert mon armoire. La housse était vide. Mon cœur a raté un battement. J'ai cherché partout, pensant l'avoir déplacée. Rien. Puis, une intuition glaciale m'a traversée. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. Le profil de Juliette. Et là, en story, publié il y a 4 heures, Juliette, posant avec un verre de cocktail à la main, dans un bar branché du port, portant ma robe. La légende disait, soirée chill, outfit of the day. La rage m'a envahi. Une rage chaude, bouillonnante. Je ne suis pas allée au bar. J'ai attendu. J'ai attendu dans le salon de la maison principale, dans le noir. Mes parents regardaient la télévision dans la pièce d'à côté. À 2 heures du matin, la porte s'est ouverte. Juliette est entrée en trébuchant un peu, riant au téléphone. Elle a allumé la lumière et a sursauté en me voyant assise dans le fauteuil. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là comme un fantôme? Lève-toi, ai-je dit calmement. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Je me suis levée et je me suis approchée d'elle. La robe. Ma robe en soie. Elle était ruinée. Il y avait une énorme tache sombre sur le devant, probablement du vin rouge ou un cocktail, qui s'étalait sur le tissu délicat. L'ourlet était déchiré, comme si elle avait marché dessus avec ses talons aiguilles. Et elle empestait la cigarette froide. Tu as volé ma robe, ai-je murmuré, la voix tremblante. Elle a regardé sa tenue, puis a haussé les épaules. Je l'ai empruntée. Tu ne la mettais jamais. C'est du gâchis de laisser une telle pièce dans un placard. Et puis, elle me va mieux qu'à toi, tu ne trouves pas? Tu n'as pas vraiment les hanches pour ça. Tu l'as détruite. Regarde cette tache. C'est de la soie, Juliette. Ça ne partira jamais. C'est bon, c'est juste un accident. Un type m'a bousculé. Arrête de faire ta matérialiste hystérique. C'est qu'un vêtement. Le bruit de notre dispute a fait venir mes parents. Mon père, en pyjama, les yeux encore ensommeillés, a regardé la scène. J'ai pensé qu'il allait être furieux. J'ai pensé qu'il allait voir le vol, le manque de respect. Papa, elle a volé ma robe de gala. Elle coûte 300 €. Elle est fichue. Mon père a frotté ses yeux et a soupiré. Ludivine, il est 2 heures du matin. Tu réveilles tout le quartier pour un chiffon? Un chiffon? C'est du vol, papa. Elle est entrée chez moi, dans mon studio, elle a fouillé mon armoire. Ta sœur voulait juste se faire belle, a intervenu ma mère doucement, en posant une main protectrice sur l'épaule de Juliette. Elle a besoin de reprendre confiance en elle. Tu devrais être flattée qu'elle veuille porter tes affaires. Juliette a souri, un petit sourire victorieux en coin. Je te la paierai, ta robe, quand je serai riche. En attendant, détends-toi. Mais ce n'était pas fini. En me dirigeant vers la porte pour retourner dans mon studio, j'ai vu les clés de ma voiture sur la console de l'entrée. Des clés que je gardais toujours dans mon sac. Tu as pris ma voiture? Ai-je demandé, la voix blanche. Juliette a blanchi légèrement. Oui. Juste pour aller au centre-ville. Les taxis sont trop chers. Je suis sortie en courant. Ma Clio était garée de travers devant le garage. J'ai fait le tour.
Sur l'aile arrière droite, une longue éraflure profonde marquait la carrosserie, la peinture arrachée jusqu'au métal, accompagnée d'une bosse significative. Elle avait frotté un mur ou un poteau. Je suis rentré en hurlant. Tu as accidenté ma voiture. Mon père a explosé. Ça suffit maintenant. Tu vas arrêter d'agresser ta sœur? C'est une voiture, ça se répare. Elle est rentrée saine et sauve, c'est le principal. Tu es mesquine, Ludivine. Tu comptes chaque centime, chaque objet. Tu n'as aucun sens de la famille. Je suis resté là, pétrifié. On me volait, on détruisait mes biens, et c'était moi la méchante. C'était moi l'égoïste. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne me battais pas contre Juliette. Je me battais contre une dynamique familiale malade où j'étais désignée d'office comme celle qui doit encaisser. Je suis retourné dans mon studio, j'ai jeté la robe ruinée à la poubelle, et j'ai pleuré de rage. Mais je ne savais pas que le vol de la robe n'était qu'un échauffement. Juliette avait goûté à l'impunité, et son appétit venait de grandir. Ce qu'elle allait faire ensuite ne toucherait pas seulement ma garde-robe, mais mon existence même. Le véritable coup de massue est arrivé une semaine plus tard. C'était une lettre. Une simple enveloppe blanche avec le logo d'une société de crédit à la consommation, Cofidis ou quelque chose du genre. Elle était adressée à Mademoiselle Ludivine, mon nom de famille. Je l'ai ouverte avec perplexité. Je n'ai jamais fait de crédit à la consommation. Je déteste les dettes. Je paie tout comptant. La lettre était une mise en demeure. Dernier avis avant contentieux. Somme due, 5 840 € et 12 centimes. J'ai relu le montant 3 fois. 5 800 €. Mon sang s'est glacé. J'ai immédiatement appelé le numéro indiqué, les mains tremblantes. Après 10 minutes d'attente insupportable, j'ai eu une conseillère en ligne. Bonjour, je reçois ce courrier mais c'est une erreur. Je n'ai jamais souscrit ce prêt. La dame, d'un ton sec et professionnel, a vérifié le dossier. Madame, le contrat a été souscrit en ligne il y a 3 semaines. Nous avons tous les justificatifs, copie de la carte d'identité, dernier avis d'imposition, 3 dernières fiches de paie. La signature électronique est valide. L'argent a été versé sur quel compte? Ai-je demandé, la gorge serrée. Sur un compte nickel ouvert au même nom. J'ai raccroché, sonné. Qui avait accès à mes fiches de paie? À mon avis d'imposition? Je gardais tous mes papiers dans un classeur dans mon studio. Mais Juliette était venue l'autre jour pour utiliser mon ordinateur car l'imprimante de mes parents ne fonctionnait pas. Je l'avais laissée seule pendant 20 minutes pour aller me faire un café. Elle avait fouillé. Elle avait scanné mes documents. Elle avait usurpé mon identité pour ouvrir un crédit et flamber l'argent. J'ai regardé les dates. Cela correspondait exactement à la semaine où elle était rentrée avec de nouveaux sacs de shopping, prétendant que c'était des cadeaux d'une marque qui voulait collaborer avec elle. Des mensonges. C'était mon argent. Mon avenir. Cette somme, c'était l'équivalent de plusieurs mois d'économies acharnées. Et pire, si je ne réglais pas ça, je serais fiché à la Banque de France. Interdit bancaire. Adieu mon prêt immobilier. Adieu mon rêve d'appartement. Elle ne m'avait pas juste volé de l'argent, elle avait hypothéqué mon futur. La colère que j'ai ressentie à cet instant n'avait rien à voir avec celle de la robe. C'était une colère froide, lucide, dangereuse. Je suis montée dans la maison principale. Il était midi, Juliette prenait son petit déjeuner en pyjama de soie. J'ai jeté la lettre sur son bol de céréales. Le lait a éclaboussé la table. C'est quoi ça? Ai-je demandé doucement. Elle a sursauté. Et? Fais attention. 5 800 €. Usurpation d'identité. Faux et usage de faux. C'est du pénal, Juliette. C'est de la prison. Elle a lu la lettre et a blêmi. Ses mains ont commencé à trembler. Je voulais juste un capital de départ. Pour relancer ma carrière. Je comptais te rembourser dès que j'aurai mes premiers contrats. Tu as volé mon identité. Tu as imité ma signature. Tu te rends compte de ce que tu as fait?
J'étais désespérée. A-t-elle crié, les larmes montant instantanément à ses yeux. Tu ne peux pas comprendre, toi avec ton CDI et ta vie rangée. J'avais besoin de cet argent pour exister. Mes parents sont arrivés, attirés par les cris. J'ai expliqué la situation. J'ai montré la lettre. J'ai attendu la sentence. J'ai attendu que mon père, l'homme de principe, l'ancien banquier, soit horrifié par ce crime financier. Régis a pris la lettre, a mis ses lunettes, a lu. Martine pleurait déjà en serrant Juliette contre elle. Papa, elle a commis un délit grave. Je vais au commissariat déposer plainte, ai-je dit fermement. C'est la seule façon de prouver que ce n'est pas moi et de faire annuler la dette. Le silence est tombé dans la cuisine. Un silence lourd, oppressant. Mon père a retiré ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Tu ne feras pas ça, a-t-il dit. Pardon? Tu n'iras pas voir la police. Si tu portes plainte, ta sœur aura un casier judiciaire. Sa vie sera foutue. Elle ne pourra plus jamais trouver un travail correct. On ne met pas sa propre sœur en prison. Elle m'a mise en danger financier. Si je ne paie pas, je suis fichée. Je ne pourrai pas acheter mon appartement. Alors paie, a tranché mon père. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Tu veux que je paie? Que je rembourse l'argent qu'elle a volé et dépensé en sac à main? Tu as de l'argent de côté, Ludivine. On le sait. Juliette n'a rien. Considère ça comme une aide à la famille. On ne lave pas son linge sale en public. Qu'est-ce que les voisins vont penser si la police débarque ici? L'honneur de la famille est plus important que ton compte en banque. Maman a levé les yeux vers moi, implorante. S'il te plaît, ma chérie. Sois la grande sœur. Protège-la. Elle ne le fera plus, promis. J'ai regardé Juliette. Elle ne pleurait plus. Elle me regardait avec une attente silencieuse, comme si c'était évident que j'allais céder. Elle savait qu'elle était intouchable. C'est à ce moment précis que je me tourne vers vous. Si vous étiez à ma place, face à votre famille qui vous supplie de couvrir un crime pour sauver les apparences, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous porté plainte contre votre propre sœur? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été folle d'accepter. Car oui, j'ai accepté. J'ai cédé. La pression était trop forte, la culpabilité qu'il me jetait au visage était trop lourde. J'ai puisé dans mes économies. J'ai fait un chèque pour solder le crédit. J'ai vu 5 ans d'efforts partir en fumée pour couvrir les caprices de ma sœur. Mais en signant ce chèque, quelque chose est mort en moi. J'ai perdu tout respect pour mes parents. Ils n'étaient plus mes protecteurs. Ils étaient ses complices. Et moi, j'étais la victime qu'ils sacrifiaient sur l'autel de leur enfant préféré. Je pensais que c'était le fond du gouffre. Je pensais qu'après ça, Juliette se tiendrait tranquille. Mais les parasites ne s'arrêtent jamais quand on les nourrit. Ils en demandent toujours plus. 2 semaines plus tard, l'escalade a continué. Je travaillais depuis mon studio ce jour-là. Je devais gérer une crise logistique majeure, un retard de livraison de conteneurs en provenance d'Asie. J'avais une visioconférence cruciale avec le directeur général et des partenaires internationaux. C'était l'appel qui pouvait décider de ma promotion. J'avais prévenu tout le monde, de 14h à 16h, silence absolu. C'est vital pour ma carrière. À 14h30, alors que je présentais mes solutions à l'écran, les murs du studio se sont mis à trembler. Une basse lourde, rythmique. Boum, boum, boum. Juliette. J'ai coupé mon micro, mortifiée. Je me suis excusée auprès de mes patrons. Je suis sortie en furie sur la petite terrasse. Juliette était là, avec une amie, en train de filmer une danse pour TikTok. Une enceinte Bluetooth énorme crachait de la musique techno à fond. Juliette. Coupe ça tout de suite. J'ai dit silence. Elle s'est arrêtée, téléphone à la main, et a levé les yeux au ciel. Oh, détends-toi la coincée. On travaille nous aussi. Mes abonnés attendent cette trend. Tu te moques de moi? Je suis en réunion avec le directeur général. Coupe ça. J'ai foncé vers l'enceinte pour l'éteindre.
Juliette s'est interposée. Elle m'a poussé violemment. Touche pas à mon matos. Dans la bousculade, elle a perdu l'équilibre. Elle portait des talons hauts dans l'herbe. Elle est tombée sur les fesses. Ce n'était rien. Une chute ridicule. Elle ne s'était pas fait mal. Mais elle a hurlé. Un hurlement strident, comme si je l'avais poignardée. Au secours. Elle me frappe. Papa. Maman. Au secours. La porte de la maison s'est ouverte à la volée. Mon père a dévalé les marches comme un taureau enragé. Il a vu Juliette par terre, gémissant faussement, et moi debout au-dessus d'elle, rouge de colère. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a traversé le jardin en 3 enjambées. Et avant que je puisse ouvrir la bouche, sa main large et lourde s'est abattue sur ma joue. Clac. Le bruit a résonné dans mon crâne. La douleur a été immédiate, brûlante. Ma tête a basculé sur le côté sous la violence du choc. Je suis restée figée, la main sur ma joue, le souffle coupé. Il m'avait frappé. Mon père m'avait frappé. Tu ne touches pas à ta sœur. A-t-il rugi, les yeux exorbités par la haine. Tu es malade. Ta jalousie te rend folle. Tu veux la blesser? Hein? Papa, j'ai balbutié, les larmes montant aux yeux, non pas de douleur, mais d'humiliation. Elle faisait du bruit. Je travaille. On s'en fout de ton travail. A-t-il crié. Ta sœur est par terre. Tu es une brute. Juliette, toujours assise dans l'herbe, a croisé mon regard. Elle ne pleurait pas. Elle avait un petit sourire satisfait, presque imperceptible. Elle avait gagné. Elle avait réussi à faire de moi l'agresseur. Je suis retournée dans mon studio sans un mot. J'ai verrouillé la porte. J'ai terminé ma réunion, la voix tremblante, cachant ma joue rouge avec mes cheveux. J'ai sauvé le contrat par miracle, mais à l'intérieur, j'étais brisée. Ce soir-là, je n'ai pas dîné avec eux. Je suis restée dans le noir, à toucher ma joue enflée. J'ai compris que je n'étais plus en sécurité ici. Mais je ne savais pas encore comment partir sans tout perdre. J'étais piégée par mon besoin d'économiser, par l'habitude, par la peur de l'inconnu. Le destin, cruel et ironique, allait m'offrir une porte de sortie 2 semaines plus tard. Mais le prix à payer serait une humiliation publique finale, celle qui allait tout déclencher. Le calme après la gifle était terrifiant. Personne ne s'est excusé. Mon père m'ignorait, ma mère me lançait des regards effrayés, et Juliette m'évitait tout en continuant de vivre sa vie de princesse. Puis, le coup près est tombé un dimanche soir. Mon père m'a convoqué dans le salon. On doit parler. Juliette était là, recroquevillée sur le canapé, rongeant ses ongles manucurés. Pour la première fois depuis son retour, elle avait l'air vraiment terrifiée. Ta sœur a fait une erreur, a commencé mon père d'une voix grave. Encore une? Ai-je pensé. Il s'est avéré que Juliette, dans sa quête désespérée d'argent facile, avait rejoint un réseau de marketing relationnel, une vente pyramidale déguisée en commerce de produits de beauté miracle. On lui avait promis la richesse. Elle avait dû acheter un stock énorme pour entrer dans le système. N'ayant pas d'argent, elle avait emprunté. Pas à une banque, non. À des gens peu recommandables, des usuriers locaux qu'elle avait rencontrés en boîte de nuit. La dette s'élevait à 12 000 €. Et les créanciers avaient menacé de venir récupérer leur argent directement à la maison, par la force si nécessaire. C'est une catastrophe, pleurnichait ma mère. Ils vont nous faire du mal. On doit payer, a dit mon père. Il s'est tourné vers moi, son regard pesant comme du plomb. Ludivine, combien il te reste sur ton compte épargne logement? J'ai senti le sol se dérober. Non, ai-je chuchoté. Pardon? A grondé mon père. C'est tout ce que j'ai. C'est 5 ans de travail acharné. C'est mon apport pour mon appartement. Je ne donnerai pas un centime de plus pour ces bêtises. J'ai déjà payé le crédit conso. J'ai déjà payé ma voiture. Ça suffit. C'est une urgence vitale. A crié Juliette. Tu veux qu'il me casse les jambes? Tu es monstrueuse.
Tu aurais dû y penser avant de jouer avec le feu. Ai-je répliqué. Va travailler. Prends un job de serveuse, de caissière, n'importe quoi. Rembourse tes dettes. Mon père s'est levé. Sa silhouette massive projetait une ombre menaçante sur moi. Tu as 30 000 € sur ce compte, je le sais. Tu peux sortir 12 000 pour sauver l'intégrité physique de ta sœur. Tu le feras. Parce que je te l'ordonne. Non. C'est mon argent. J'ai travaillé pour l'avoir pendant qu'elle dormait jusqu'à midi. L'insulte a fait exploser mon père. C'est là que tout a basculé. C'est là que les masques sont tombés. Le visage de mon père est devenu violet. Il s'est approché de moi, si près que je sentais son haleine de café rance. Il a pointé un doigt accusateur sur mon visage, le même doigt qui m'avait montré la direction de ma chambre quand j'étais enfant. Tu es une égoïste, a-t-il craché. Une petite égoïste sans cœur. On t'a nourri, logé, on t'a tout donné, et voilà comment tu nous remercies. Je vous paie 1 500 € par mois. Ai-je crié, les larmes de rage coulant sur mes joues. Je paie votre maison. Je vous entretiens. Tu ne fais que ton devoir. A-t-il hurlé, sa voix résonnant dans toute la maison comme le tonnerre. Tu crois que ton argent t'achète le droit de juger ta sœur? Tu es jalouse, voilà la vérité. Tu es jalouse parce qu'elle est belle, parce qu'elle a du charme, parce qu'elle ose vivre ses rêves. Toi, tu n'es qu'une petite employée de bureau aigrie, une vieille fille avant l'heure qui compte ses sous comme une avare. Tu vas finir seule avec ton or, et personne ne te pleurera. Les mots m'ont frappé plus fort que la gifle. Vieille fille. Aigrie. Avare. C'était donc ça qu'il pensait de moi? De tous mes efforts? De toutes mes nuits blanches? Je n'étais qu'un chéquier sur pattes, dénué d'âme à ses yeux. Ma mère ne disait rien. Elle regardait ses chaussures. Son silence était une trahison encore plus douloureuse. Elle choisissait son camp. Elle choisissait l'illusion de la fille parfaite contre la réalité de la fille dévouée. Si tu ne veux pas aider cette famille, a continué mon père, sa voix descendant d'une octave, devenant glaciale et tranchante comme un rasoir, alors tu ne fais plus partie de cette famille. Il a marché vers la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. Le vent froid de la nuit s'est engouffré dans le salon chaud. Dégage! A-t-il hurlé. Prends tes affaires et dégage. Et ne reviens jamais. Je ne veux plus voir ton visage ingrat ici. Va mourir avec ton argent si tu l'aimes tant. On n'a pas besoin de toi. Juliette est l'avenir de cette famille, elle réussira, elle. Toi, tu n'es rien. Juliette, depuis le canapé, avait un petit sourire en coin. Elle pensait que j'allais céder. Elle pensait que la peur de l'abandon allait me faire sortir mon téléphone pour faire le virement. J'ai regardé mon père dans les yeux. J'ai vu la haine pure. Et soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. La peur a disparu. Le chagrin a disparu. Il a été remplacé par une clarté absolue. Tu es sûr de toi, papa? Ai-je demandé doucement. Tu veux vraiment que je parte? Sors, a-t-il aboyé. Très bien, ai-je dit. Je pars. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai attrapé mon sac à main. J'ai marché vers la porte. Avant de franchir le seuil, je me suis retourné une dernière fois. Tu viens de faire l'erreur la plus chère de ta vie, Régis. Il a claqué la porte derrière moi. Le bruit du verrou qui tourne a été le son de ma liberté. Je suis allé dormir à l'hôtel ce soir-là. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé la nuit à échafauder un plan. Il m'avait jeté dehors? Très bien. Mais je n'allais pas partir en laissant mes affaires derrière moi. J'avais payé pour chaque meuble de ce studio. J'avais payé l'électroménager. C'était à moi. J'ai attendu. Je savais que le week-end suivant, ils allaient tous au mariage d'une cousine à Rennes. Ils seraient partis du samedi matin au dimanche soir. Je n'étais pas invitée, bien sûr. On a oublié de te transmettre l'invitation, avait menti ma mère. Ils avaient honte de moi. Le samedi matin, à 9 heures précises, dès que leur voiture a disparu au coin de la rue, je suis arrivée. Pas seule.
Avec un camion de déménagement et 3 amis costauds. Nous avons travaillé comme un commando. En 4 heures, j'ai vidé le studio. Le lit, l'armoire, le canapé, le petit frigo, la machine à laver, la télévision, mes livres. J'ai tout pris. J'ai même dévissé les ampoules que j'avais achetées. J'ai laissé les lieux comme je les avais trouvés 5 ans plus tôt, un garage vide, froid, poussiéreux, avec juste 4 murs en béton nu. C'était une sensation étrange de voir ma vie emballée dans des cartons. C'était une amputation, mais nécessaire. J'effaçais mes traces. Une fois le camion chargé, je suis entré une dernière fois dans la maison principale avec ma clé. J'ai coupé la box internet, l'abonnement était à mon nom. J'ai appelé EDF pour résilier le contrat d'électricité du studio et j'ai coupé le compteur général. Puis, je me suis assise à la table de la cuisine, là où tant de repas silencieux et hypocrites avaient eu lieu, et j'ai écrit une lettre. Pas un roman. Juste l'essentiel. Papa, maman, vous m'avez dit de dégager. J'ai obéi. Vous m'avez traité d'égoïste et de voleuse. Alors je ne serai plus là pour vous décevoir. Les 1500 € par mois partent avec moi. L'Internet part avec moi. Ma voiture part avec moi. Juliette est l'avenir de cette famille, comme vous l'avez dit. Alors c'est à elle de prendre le relais. J'espère que ces vidéos TikTok paieront le crédit immobilier. Adieu. Ludivine. J'ai posé la lettre en évidence sur la table. J'ai posé mes clés dessus. Le cliquetis du métal sur le bois a résonné comme une sentence finale. Je suis sorti, je suis monté dans le camion, et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. En conduisant vers mon nouvel avenir, vers un petit appartement que j'avais trouvé en urgence grâce à une amie, j'ai senti mes poumons se remplir d'air frais. J'étais seule, mais j'étais riche. Riche de ma liberté. Riche de ma dignité retrouvée. Les semaines suivantes ont été surréalistes. J'avais peur qu'il débarque à mon travail, qu'il fasse un scandale. J'ai prévenu la sécurité. J'ai bloqué leur numéro. J'ai fait changer mes comptes bancaires pour être sûr qu'aucune procuration oubliée ne traîne. Le silence radio était total. Pendant 24 jours, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai commencé à respirer. J'ai eu ma promotion au travail. Mon patron a salué ma résilience. Avec mon augmentation et l'argent que je ne donnais plus à mes parents 1500 €, c'est une somme colossale quand on la garde pour soi. J'ai vu mon compte en banque se renflouer à une vitesse vertigineuse. Je commençais à guérir. Je commençais à réaliser que je n'avais pas besoin d'eux. Mais eux, ils avaient désespérément besoin de moi. Je l'ai compris quand j'ai reçu une notification par mail, l'opérateur Internet confirmait la coupure de la ligne chez mes parents. Ils devaient être dans le noir numérique. Puis, exactement 3 semaines et 3 jours après mon départ, mon téléphone professionnel a sonné. Un numéro fixe inconnu. C'était Madame Le Gall, la voisine de mes parents. J'ai hésité. Mon instinct me criait de ne pas répondre. Mais la curiosité, ou peut-être une vieille habitude d'inquiétude, a pris le dessus. J'ai décroché. Allô? Ludivine? C'est maman. La voix de ma mère était méconnaissable. Cassée, paniquée, à bout de souffle, entrecoupée de sanglots hystériques. Ne raccroche pas, je t'en supplie. A-t-elle crié avant que je puisse dire un mot. On est chez la voisine. On n'a plus de téléphone, plus d'internet. Ludivine, c'est une catastrophe. J'ai pris une profonde inspiration, regardant par la fenêtre de mon bureau calme, observant les mouettes voler au-dessus du port. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, ma voix froide comme la glace. La banque. Ils ont envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Si on ne paie pas les 2 derniers mois de crédit plus les pénalités de retard avant la fin de la semaine, ils lancent la procédure de saisie immobilière. Le dossier part au contentieux judiciaire. On va perdre la maison, Ludivine. J'ai fait le calcul mentalement. Sans mes 1500 €, ils n'avaient pas pu payer la mensualité le mois de mon départ, ni le suivant. Leur retraite couvrait à peine les charges courantes et la nourriture. Et alors? Ai-je dit. Demandez à Juliette. Elle est l'avenir de la famille, non?
Elle a dû devenir riche avec son business de cosmétiques? Arrête, a gémi ma mère. Juliette est partie. J'ai haussé un sourcil, même si elle ne pouvait pas me voir. Partie? Elle est retournée à Paris chez une amie. Quand on lui a demandé de participer aux frais, quand on lui a dit qu'on ne pouvait plus lui donner d'argent de poche, elle a fait une crise. Elle a dit qu'on était des losers toxiques. Elle a fait ses valises et elle est partie dans la nuit. Elle nous a laissés avec ses dettes. Les huissiers sont passés hier pour ses 12 000 €. Ils ont fait l'inventaire des meubles. Ils vont prendre la télé, les tableaux. J'ai ressenti un mélange de choc et d'une satisfaction sombre, presque cruelle. Juliette, la princesse adorée, avait fui le navire dès qu'il avait commencé à prendre l'eau, laissant les rats se noyer. C'était prévisible. C'était écrit. Papa est dans un état pas possible, a continué ma mère en pleurant. Sa tension a explosé. Il ne dort plus. Il reste assis dans le noir. Ludivine, on va être à la rue. Tu ne peux pas laisser faire ça. C'est ta maison d'enfance. Je ne peux pas laisser faire ça? Ai-je répété, la colère montant en moi comme une marée. Vous m'avez mise à la porte, maman. Vous m'avez dit que je n'étais plus de la famille. Vous avez choisi Juliette. Assumez votre choix. C'était sous le coup de la colère. Tu sais comment est ton père? Il ne le pensait pas. On a besoin de toi. Reviens. On te redonne le studio. On oublie tout. On a juste besoin que tu règles les arriérés, environ 4 000 €, et que tu reprennes les virements mensuels. On sera gentil, promis. C'était incroyable. Même au bord du gouffre, ils ne s'excusaient pas vraiment. Ils négociaient. Ils voulaient leur vache aller de retour. On oublie tout signifiait tu oublies qu'on t'a traité comme une moins que rien et tu paies. Passe-moi papa, ai-je ordonné. Il ne veut pas te parler, il a honte. Passe-moi papa ou je raccroche et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. C'est ma seule condition. J'ai entendu des bruits de frottement, des chuchotements agressifs, ma mère suppliant mon père. Puis, le souffle lourd de mon père a résonné dans le combiné. Allô? Sa voix était rauque, affaiblie, mais il y avait toujours cette pointe d'arrogance insupportable. Bon. Ta mère t'a expliqué la situation. Il faut que tu fasses un virement de 4 000 € tout de suite pour bloquer la procédure de la banque. Et tu reviens ce week-end avec tes meubles. On reprendra comme avant. Il donnait des ordres. Encore. Il pensait qu'il avait encore du pouvoir sur moi. Il pensait que le lien du sang était une chaîne incassable, une laisse qu'il pouvait tirer à sa guise. Il pensait que j'étais encore la petite fille qui cherchait désespérément son approbation. Il allait découvrir que j'avais grandi. Tu me demandes de payer 4 000 € et de revenir? Ai-je demandé doucement, savourant chaque syllabe. C'est ta maison aussi, a grommelé mon père. Tu ne vas pas nous laisser à la rue à cause d'une dispute. Tu es responsable, toi. Pas comme ta sœur. Une dispute? J'ai ri, un rire sans joie. Tu m'as frappé, papa. Tu m'as traité de vieille fille aigrie. Tu m'as dit de dégager et de mourir avec mon argent. Tu te souviens de ces mots? Parce que moi, ils sont gravés dans ma mémoire. J'étais énervée. Juliette m'avait monté la tête. Je ne savais plus où j'en étais. Et Juliette? Ai-je demandé, impitoyable. Où est ta précieuse Juliette? Celle qui méritait mes économies? Celle qui était l'avenir? On ne parle pas d'elle, a coupé mon père sèchement. Elle nous a trahis. On s'est trompé sur elle, d'accord? T'es contente? Tu avais raison depuis le début. Voilà. Je l'ai dit. Maintenant, fais le virement. On n'a plus le temps. C'était là. L'aveu. Mais c'était trop peu, trop tard. C'était un aveu extorqué par la nécessité financière, pas par l'amour ou le regret. Il ne voulait pas sa fille, il voulait mon portefeuille. Il ne regrettait pas de m'avoir fait du mal, il regrettait d'avoir perdu sa source de revenus. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à la petite Ludivine qui pleurait parce que son père ne venait jamais à ses spectacles de danse.
J'ai pensé à la Ludivine de 20 ans qui travaillait l'été pour payer ses études pendant que Juliette partait en vacances. J'ai pensé à la robe tachée de vin et à la gifle dans le jardin. Et j'ai tué cette partie de moi qui voulait leur plaire. J'ai coupé le dernier fil. Papa, ai-je dit, ma voix claire et ferme résonnant dans le silence de mon bureau. Tu m'as dit de ne jamais revenir. Je respecte ta décision. Je suis une femme de parole. Je ne paierai pas un centime. Pas 4000 euros. Pas 1 euro. Quoi? Mais on va perdre la maison. A-t-il hurlé, la panique perçant enfin sa carapace d'orgueil. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon héritage. Alors vendez-la. Ou demandez à Juliette. Ou débrouillez-vous. Ce n'est plus mon problème. Je ne suis qu'une étrangère aigrie et avare, tu te rappelles? Les étrangères ne paient pas les dettes des autres. Ludivine. Tu ne peux pas faire ça à tes parents. Je suis ton père. Tu as cessé d'être mon père le jour où tu m'as frappé pour protéger une voleuse. Vous avez brisé le contrat. J'espère que vous trouverez un petit appartement confortable. Adieu, Régis. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de la voisine. J'ai posé mon téléphone sur le bureau, mes mains tremblaient légèrement, mais mon cœur était calme. Un calme profond, absolu, comme la mer après la tempête. Nous arrivons à la fin de cette histoire, et j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous avez ressenti cette colère, cette envie de justice que j'ai éprouvée, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément à faire connaître ces histoires de vie. L'après-coup a été brutal pour eux, mais libérateur pour moi. 6 mois ont passé depuis cet appel fatidique. J'ai appris par une cousine éloignée, la seule avec qui je parle encore, que la maison a été saisie par la banque. Elle a été vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur pour couvrir les dettes. Mes parents ont été expulsés. Ils vivent maintenant dans un petit HLM, une habitation à loyer modéré, en périphérie de la ville, loin du prestige de leur ancienne vie. Mon père est tombé en dépression sévère, son orgueil brisé. Ma mère fait quelques heures de ménage pour compléter leur maigre retraite. Quant à Juliette, elle travaille comme serveuse dans un bar à Paris. Elle m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook la semaine dernière, sans doute pour demander de l'argent. Je l'ai supprimée et bloquée sans une seconde d'hésitation. Moi? J'ai signé l'acte de vente de mon propre appartement hier. Un vrai appartement, avec une vue sur le port, pas un garage au fond d'un jardin. Il est à moi. Il est calme. Et personne, absolument personne, n'a le droit d'y entrer sans mon invitation. On dit souvent que la famille est sacrée, qu'il faut tout pardonner. Mais je ne suis pas d'accord. Parfois, le lien le plus sain que l'on puisse avoir avec sa famille, c'est la distance. Ils ont parié sur l'enfant prodigue et ils ont tout perdu. Moi, j'ai parié sur moi-même, sur mon travail, sur mes valeurs, et j'ai gagné la paix. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille, ou si vous avez hésité à le faire, partagez votre expérience dans les commentaires. C'est une décision difficile, mais parfois, c'est la seule façon de survivre. Prenez soin de vous, protégez votre paix, et ne laissez personne vous traiter comme une option dans votre propre vie. À la prochaine.